Tous ceux qui se rapprochent de Jerry Cantrell finissent par se poser la même question. Que s'est-il réellement passé entre lui et Layne Staley? Et pendant près de 3 décennies, Jerry a répondu à cette question de la même manière. Avec soin brièvement, et avec un inconfort visible, en proposant juste assez de mots pour satisfaire une interview, tout en protégeant quelque chose qu'il n'était clairement pas prêt à dévoiler complètement. Il faisait une pause, détournait le regard et laissait des chapitres entiers de cette histoire enfouis dans le silence. Aujourd'hui, à 60 ans, Jerry a atteint un âge que Layne n'a jamais eu la chance de connaître. Cette réalité, à elle seule, semble avoir changé sa manière de parler du passé. Ce qu'il a partagé récemment ne confirme pas simplement de vieilles rumeurs, cela change complètement la façon dont les gens devraient comprendre leur relation. Elle révèle un lien si profondément entrelacé que lorsque l'un d'eux disparaît, l'autre tente de reconstruire une identité qui s'est forgée à ses côtés. La vérité est restée cachée pendant des années dans le silence de Jerry. Il était également enfoui dans une musique souvent négligée, en particulier dans le poids émotionnel de Degradation Trip, un album que de nombreux auditeurs voient désormais différemment après l'avoir entendu parler plus ouvertement. La douleur était toujours là, mais la plupart des gens étaient trop concentrés sur les gros titres et les rumeurs pour entendre ce qu'il disait réellement à travers sa musique. Leur histoire a commencé pendant l'un des moments les plus sombres de la vie de Jerry. Il venait de perdre sa mère et le chagrin l'engourdissait émotionnellement. Seulement 3 semaines après sa mort, il est allé voir Alice in Chains se produire dans un petit théâtre de Tacoma, non pas parce qu'il courait après une opportunité, mais parce qu'il avait simplement besoin d'être ailleurs que seul, avec son chagrin. À ce stade, Jerry se sentait à peine connecté au monde qui l'entourait. Le chagrin peut rendre tout distant, comme si la vie se déroulait autour de vous, alors que vous vous teniez à l'extérieur, incapable d'y participer. Il ne cherchait pas la réussite professionnelle ce soir-là. Il essayait juste de survivre un autre jour sans s'effondrer complètement. Puis Layne est monté sur scène. Sa voix n'avait ni l'air poli ni fabriqué. Il y avait une crudité émotionnelle qui semblait profondément personnelle, comme si chaque note portait des cicatrices qui n'avaient pas guéri. Jerry sentit immédiatement quelque chose changer. Derrière la puissance vocale de Layne se cachait une fragilité visible. Et cette honnêteté le frappait plus durement que la perfection technique ne le pourrait jamais. Cela n'avait pas seulement l'air impressionnant, c'était douloureusement réel. Et à ce moment-là, Jerry a découvert quelque chose qui méritait à nouveau qu'on y prête attention. Quelques mois plus tard, ils se sont rencontrés lors d'une fête à Seattle. La vie de Jerry n'était toujours pas stable. Il était fauché, dépassé émotionnellement et luttait pour construire un avenir quelconque. Layne a immédiatement remarqué cette instabilité. Au lieu d'offrir des encouragements superficiels, il a donné à Jerry quelque chose de bien plus significatif de l'espace. Il l'a invité à séjourner dans un endroit appelé Music Bank, où Layne vivait à l'époque. La Music Bank était loin d'être glamour. C'était bruyant, chaotique, bondé et constamment rempli de musiciens qui allaient et venaient. Ce n'était pas vraiment une maison au sens traditionnel du terme, mais pour Jerry et Layne, c'est devenu le lieu où tout a commencé. Pendant plus d'1 an, ils y vécurent ensemble. Ils ont partagé l'espace, les repas, l'épuisement, l'incertitude et les étranges routines qui se développent lorsque 2 personnes tentent simplement de survivre au jour le jour. Il n'existait pas de plan de réussite à long terme. Il n'y avait qu'une compréhension mutuelle. Ce lien a lentement évolué vers quelque chose de bien plus profond que l'amitié. Ce n'était pas soigneusement planifié. Il n'a pas été construit dans des salles de réunion, ni façonné par les dirigeants de l'industrie. Il s'est développé naturellement grâce à une proximité constante. Leurs voix commencèrent à se mélanger d'une manière qu'aucun d'eux ne força. Leurs instincts de compositeurs ont commencé à se refléter. L'ADN émotionnel d'Alice in Chains a été créé grâce à cette proximité. Des années plus tard, Jerry décrirait à quel point ils s'étaient influencés mutuellement. Leurs harmonies sont devenues indissociables. Leurs écrits reflétaient leurs 2 réalités émotionnelles. Ils n'ont pas seulement collaboré, ils se sont changés de manière permanente. C'est pourquoi les rumeurs sur leurs dernières années sont devenues si frustrantes et simplistes. Pendant des années, les gens ont répété le même récit selon lequel Jerry avait abandonné Layne lorsque les choses devenaient difficiles. C'était une histoire claire et satisfaisante sur le plan émotionnel, mais la réalité était bien plus compliquée. Une autre rumeur affirmait que leur relation s'était complètement effondrée à la fin des années 1990. Selon cette version, la communication était complètement terminée et leur lien avait été détruit à jamais. Il y avait des éléments de vérité dans ce récit, mais il ne parvenait toujours pas à raconter toute l'histoire.
Il y avait de vraies tensions entre eux, ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir du groupe. Ils se sont demandé si la musique pouvait continuer dans les circonstances auxquelles ils étaient confrontés. Et ces désaccords sont devenus plus difficiles à résoudre à mesure que la vie devenait plus instable. Lane était aux prises avec de graves difficultés personnelles et n'était pas en mesure de continuer à avancer de la même manière. Jerry voulait désespérément continuer à créer de la musique tout en regardant tout ce qu'il aimait commencer à disparaître. Cette différence créait une distance émotionnelle qu'aucun d'eux ne savait comment réparer. Mais la distance n'est pas la même chose que l'abandon. Cette distinction est importante. Leur relation est devenue tendue, mais elle ne s'est jamais transformée en une froide trahison suggérée par de nombreuses rumeurs. La rumeur la plus dure accusait Jerry de comprendre à quel point les luttes de Lane étaient devenues sérieuses et de ne toujours pas agir. Cette version réduit une situation incroyablement douloureuse à une simple accusation. Cela suppose qu'une personne avait un contrôle total sur des circonstances bien plus complexes que ce que les étrangers pouvaient imaginer. Ce qui s'est réellement passé était bien plus douloureux, car il manquait de simples méchants. Lors d'entretiens à la fin des années 1990, Jerry a expliqué que les contacts entre eux n'avaient pas complètement disparu. Les visites ont toujours lieu même si elles deviennent moins fréquentes et plus compliquées. Puis quelque chose s'est produit qui a complètement remis en question le récit public. Lane a appelé de manière inattendue une émission de radio pendant que Jerry était interviewé. Ce n'était pas arrangé à l'avance. C'était spontané et profondément révélateur. Ce moment a montré que la conscience entre eux existait toujours. Même malgré la distance, la douleur et la frustration, ils étaient toujours liés émotionnellement d'une manière que les étrangers ne pouvaient pas pleinement voir. Leur histoire était bien plus complexe que ce que les gens pensaient. Il y a eu des périodes où la communication est devenue limitée. Certains récits décrivent des périodes où ils parlaient à peine lors de désaccords sur l'avenir du groupe. Ces conflits reflétaient deux personnes essayant de naviguer dans une situation qui s'effondre sans solution facile. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les deux hommes luttaient en même temps. L'histoire populaire présente souvent Lane comme le seul à être en crise, tandis que Jerry se tenait en sécurité à l'extérieur. Cette version n'est tout simplement pas exacte. Jerry a admis plus tard que la dépendance faisait également partie de sa propre vie au cours de ces années. Il n'est devenu sobre qu'en 2003, soit après la mort de Lane. Cette révélation change tout dans la façon dont il faut considérer cette période. Ce n'était pas l'histoire d'une personne en bonne santé abandonnant quelqu'un en crise. C'était l'histoire de deux personnes luttant contre leur propre douleur tout en essayant de s'accrocher à quelque chose qui se brisait lentement. Ils se déplaçaient ensemble dans l'obscurité, mais de manière différente. Lorsque les gens comprennent cette vérité, il devient beaucoup plus difficile de blâmer. La tragédie n'a pas été créée par une seule décision ou un seul échec. Il a été construit à partir du timing de la douleur de la dépendance et des circonstances qui les ont tous deux submergés. Et puis vint le dernier chapitre, le genre de fin qui ne semble jamais vraiment complète. Certaines fins semblent définitives. Celui-ci semblait inachevé comme une conversation qui s'arrêtait soudainement avant que l'une ou l'autre personne ne puisse dire ce qu'elle avait à dire. Au cours des dernières années de la vie de Lane, il y avait encore des signes discrets indiquant que la musique faisait toujours partie de lui. Pas publiquement, pas via des versions majeures, mais en privé dans des moments cachés, peu de gens étaient au courant. Selon Alice in Chains, The Untold Story de David de Sola, certains prétendaient que Lane enregistrait encore de la musique à la maison jusqu'en 2002. Ce détail est déchirant car il suggère que la créativité ne l'a jamais complètement quitté. Même vers la fin, une partie de lui essayait peut-être encore de revenir vers ce qui les avait sauvés tous les deux. L'une des chansons mentionnées dans ces récits s'appellerait Everyday. Ce détail est important car il change légèrement le tableau. Cela suggère que même dans l'isolement même, à une époque où les contacts avec le monde extérieur étaient minimes, l'habitude de créer de la musique n'avait pas complètement disparu. Les idées étaient encore en train de se forger. Les sons étaient encore en train d'être assemblés. Et, d'une manière ou d'une autre, il existait toujours un lien avec le passé, y compris une éventuelle intention d'envoyer du matériel à Jerry Cantrell. Ce lien, même s'il n'était que créatif, n'avait pas été complètement effacé. Mais le message n'a jamais été délivré. Le 5 avril 2002, Lane Staley décède dans son appartement de Seattle. Il n'a pas été retrouvé immédiatement. Des jours se sont écoulés avant que quiconque ne réalise pleinement ce qui s'était passé. Lorsque la découverte a été faite,
Son état de santé a rendu la situation encore plus difficile à gérer. Le contraste entre la personne qui se produisait autrefois devant de grandes foules et la personne trouvée dans cet appartement était extrême et a laissé un impact durable sur ses proches. Pour Jerry, la nouvelle n'est pas arrivée comme quelque chose d'abstrait ou de lointain. Il a atterri directement sans préparation. Dans ses réflexions ultérieures, il a décrit cette période comme l'un des moments les plus instables de sa vie. Il était déjà aux prises avec une consommation de substances à l'époque, et la perte de Lane a ajouté une autre couche de poids émotionnel difficile à séparer de tout ce qui se passait autour de lui. Pendant cette période, le travail se poursuit sur un album intitulé Degradation Trip. Le matériau n'a pas été créé dans un environnement stable. Il sort d'une phase marquée par des difficultés personnelles, une pression créatrice et un épuisement émotionnel. Jerry a ensuite parlé ouvertement de cette époque, la décrivant comme une période façonnée par la consommation de substances et la perte y compris à la fois la fin d'Alice, enchaînée dans sa forme originale, et la mort de Lane, survenant à proximité. L'album est sorti peu de temps après le décès de Lane. Il ne s'agissait pas d'une célébration ou d'un hommage au sens formel, mais il avait un poids émotionnel lié à cette période de transition. Il a ensuite été dédié à Lane, ajoutant une autre couche de sens à quelque chose déjà créé dans un état très personnel. Un autre détail de cette époque se démarque par sa banalité en surface. Jerry a accueilli le chat de Lane Sadie, un siamois qui avait été avec lui pendant ces dernières années. Il s'est occupé de l'animal jusqu'en 2010. Ce n'est pas un détail dramatique, mais il est révélateur d'une manière différente. Cela montre la continuité dans un espace où la plupart des connexions avaient déjà été rompues ou modifiées. De petites responsabilités comme celle-là reflètent souvent quelque chose de plus profond que les déclarations publiques ne le pourraient jamais. 1 an plus tard, en 2003, Jerry est devenu sobre. Le moment a souvent été noté, car il est survenu relativement peu de temps après la mort de Lane. Cela n'indique pas une cause unique, mais cela montre que quelque chose au cours de cette période a forcé un changement. Les schémas qui perduraient depuis des années ne pouvaient plus rester inchangés. Les années entourant ce moment n'étaient ni structurées ni claires. Il s'agissait de périodes superposées de création de pertes d'instabilité et d'ajustement se déroulant ici en même temps. La musique a continué d'exister à travers tout cela, mais les perturbations aussi. Rien ne suivait un ordre propre. Ce qui reste après tout cela n'est pas un simple récit de séparation ou de résolution. C'est une période où le travail créatif, la lutte personnelle et la connexion émotionnelle existaient tous dans le même espace sans frontières claires entre eux. Et c'est ce qui rend ce chapitre difficile à résumer en conclusion facile. Le chagrin qu'il portait comme une maladie physique. Lorsque Jerry Cantrell revient dans la musique publique avec Alice in Chains en 2009, le retour ne s'inscrit pas dans le cadre de la célébration. Il s'est construit autour de la perte. La chanson Black Gives Way to Blue a été écrite spécifiquement pour faire ses adieux à Lane Staley, et le piano d'Elton John a rendu le ton encore plus clair. Ce n'était pas de la musique de récupération, c'était une musique d'adieu. Ce qui distingue ce moment, ce n'est pas seulement la chanson elle-même, mais ce qui arrivait physiquement à Jerry pendant son écriture. Il a expliqué plus tard qu'au cours de cette période, sa santé avait commencé à se détériorer d'une manière difficile à expliquer. De fortes migraines sont apparues. La douleur est devenue constante. Il a atteint un point où des examens médicaux étaient nécessaires, y compris une ponction lombaire, juste pour exclure des problèmes graves. Aucune cause médicale claire n'a été trouvée. Ce détail est important car il élimine l'idée qu'il ne s'agissait que d'une tristesse émotionnelle. Le corps réagissait d'une manière que la médecine ne pouvait pas expliquer complètement. L'expérience était physique, pas seulement mentale. Quelque chose se construisait en interne au fil du temps et cela apparaissait enfin d'une manière qui ne pouvait plus être ignorée. Jerry l'a décrit plus tard en termes très directs. C'était comme si le chagrin avait été stocké pendant des années et qu'il ressortait enfin sous une forme physique. Pas comme un simple moment de tristesse, mais comme une pression accumulée. Une douleur qui ne se comportait pas comme une blessure normale. Symptômes apparus sans source claire. Le sentiment que quelque chose de non résolu se frayait un chemin vers l'extérieur après avoir été retenu trop longtemps. Le noir cède la place au bleu, devenu le lieu où cette pression se libère dans la structure. La chanson ne cherche pas à dramatiser quoi que ce soit. Il avance lentement avec retenue et porte un ton qui ressemble plus à une acceptation qu'à une explication. Il n'est pas écrit pour revisiter le passé.
Il est écrit pour le reconnaître sans chercher à le changer. Cette approche devient plus visible lorsqu'on examine ce qui a suivi au cours des années suivantes. Après 2022, le travail de Jerry ne s'est pas comporté comme une continuation standard d'une carrière. Les choses n'avancent pas avec la même urgence qui a caractérisé les années précédentes. Au lieu de cela, la structure de la musique devient plus réfléchie. Le rythme ralentit. Le ton émotionnel concerne moins l'expression que le traitement. Il y a toujours du mouvement, mais il est contrôlé et non réactif. Ce changement n'est pas accidentel. Cela correspond au fait que la base créative d'Alice in Chains a été construite dès le début autour d'une structure à double voix. Jerry a expliqué que de nombreuses chansons ont été écrites en pensant à plusieurs couches vocales. Toutes ces couches n'étaient pas toujours interprétées dans leur intégralité, mais elles existaient dans la composition. Le processus d'écriture lui-même comprenait souvent un espace pour plus d'une voix. Cette habitude structurelle devient plus visible dans les travaux ultérieurs, car la superposition existe toujours même lorsqu'un seul chanteur est présent. Les chansons semblent souvent construites avec un espace supplémentaire à l'intérieur, une structure harmonique qui suggère une conversation plutôt qu'une narration unique. En 2024, ce motif apparaît à nouveau dans l'album solo de Jerry I Want Blood. Le disque a été largement reconnu par la critique et l'un de ses morceaux Afterglow se démarque par sa retenue émotionnelle. Elle ne fait pas directement référence à des événements spécifiques, mais la structure de la chanson est réfléchie. Cela ressemble plus à un retour à quelque chose d'inachevé qu'à une conclusion. L'écriture n'avance pas vers la résolution. Cela va vers la reconnaissance de ce qui existe encore émotionnellement même après le temps. Le rythme et le ton suggèrent que certaines expériences ne se terminent pas correctement même après de nombreuses années d'éloignement. Ce qui relie tout cela n'est pas le symbolisme ou l'interprétation superposée à la musique. Il s'agit de la répétition d'un modèle à travers le temps de symptômes physiques liés à la mémoire émotionnelle d'une écriture façonnée par l'absence et de choix structurels dans la musique qui continuent de laisser de la place à plus d'une voix. C'est ce qui différencie ce chapitre d'une histoire de deuil typique. Il ne s'agit pas de guérir comme objectif final. Il s'agit de la manière dont une expérience non résolue continue d'influencer la production créative de manière mesurable à travers la santé, la composition et la manière dont la musique se construit au fil des décennies. Ce que Jerry a finalement confirmé. Ce que Jerry Cantrell a finalement confirmé dans des interviews récentes n'est pas une seule révélation choquante, mais un cadrage plus clair de quelque chose qui a toujours été là, mais pas entièrement compris par le public. Au fil de multiples conversations en 2024 et 2025, sa position s'éloigne systématiquement des récits simplifiés pour se diriger vers quelque chose de plus équilibré et inconfortable. La relation avec Layne Staley n'a jamais été unilatérale en termes de sens de responsabilité ou d'influence. L'un des points forts qu'il réitère est qu'ils étaient des égos créatifs d'une manière qui est souvent mal comprise. La narration publique a tendance à placer Layne au centre en tant que voix tragique et Jerry en tant que force de soutien derrière la musique. Jerry s'est opposé à cette idée en expliquant que l'identité d'Alice in Chains provenait d'une formation mutuelle et non d'une hiérarchie. La structure, le son et le poids émotionnel du groupe ont été construits grâce à l'interaction et non à la séparation des rôles. Un élément clé de cette confirmation est l'idée selon laquelle Layne a directement façonné Jerry en tant que chanteur. Jerry n'avait pas initialement prévu de devenir chanteur, mais l'insistance et les encouragements de Layne l'ont poussé à assumer ce rôle. Cela n'est pas considéré comme un détail secondaire dans les entretiens. C'est au cœur de la façon dont Jerry décrit la formation de l'identité du groupe. La structure à double voix, qui est devenue l'une des caractéristiques déterminantes du groupe, n'est pas sortie de la planification. Il est né de la nécessité et de la collaboration. Il reconnaît également que la dépendance n'est pas limitée à une seule personne. Les récits publics antérieurs présentaient souvent Layne comme le point central du déclin, mais Jerry a précisé que la consommation de substances existait de plusieurs côtés. La distinction clé qu'il fait ne porte pas sur qui a eu le plus de difficultés, mais sur le résultat. La survie ne signifiait pas stabilité ou supériorité. Cela signifiait un timing différent et des conséquences différentes, et non un contrôle de la situation. Une autre confirmation importante est la nature continue du deuil. Jerry ne décrit pas la perte comme quelque chose qui s'est terminé dans le passé. Au lieu de cela,
il le présente comme quelque chose qui continue d'apparaître dans le travail, la mémoire et même l'effort physique. Le langage qu'il utilise dans les interviews le reflète directement, notamment dans la façon dont il exprime une absence continue sans l'adoucir pour conclure. La formulation elle-même signale que l'expérience reste active plutôt que résolue. Enfin, il aborde un débat public de longue date sur la question de savoir si la poursuite du groupe après la mort de Lane était une forme de trahison. Sa position est directe. La continuation n'est pas un effacement. Lorsqu'Alice enchaînée s'est reformée avec William Duval, l'intention n'était pas de remplacer ou d'écraser le passé, mais de reconnaître ce qui existait tout en continuant à avancer. Le cadrage qu'il utilise est cohérent. Continuer n'annule pas la mémoire et la survie n'équivaut pas à l'abandon. Prises ensemble, ces confirmations ne réécrivent pas l'histoire. Ils l'affinent. Ils remplacent les hypothèses simplifiées par une réalité à plusieurs niveaux, dans laquelle l'influence était mutuelle, la lutte était partagée sous différentes formes, et la continuation n'est pas un déni du passé, mais une coexistence avec lui. Un détail persiste encore. Le chat de Lane Staley Sadie est décédé en 2010, la même nuit où Alice in Chains jouait à Seattle, la ville où tout a commencé pour Jerry Cantrell et Lane Staley. Jerry a découvert après le spectacle une coïncidence discrète qui ne s'efface jamais vraiment. Ce qui ressemblait autrefois à une rumeur était toujours quelque chose de plus profond, un lien qui ne s'est jamais complètement terminé. Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires rock inédites qui frappent différemment.